2 semaines après l'attaque de Grand Bassam, 2 suspects clés liés à l'attentat ont été arrêtés au Mali dans des opérations distinctes. Ibrahim Ould Mohamed a été arrêté près de Tombouctou, alors que Midi Ag Sodak Diko a été interpellé à Gao. Des détentions qualifiées d'importantes. En religion, ce dimanche marque la célébration de la fête de Pâques, une fête religieuse célébrée par l'ensemble de la communauté chrétienne. L'une de nos équipes a sillonné quelques paroisses et temples du district d'Abidjan. Partout, les fidèles étaient en prière et méditation. Dans cette édition, gros plan également sur le plaidoyer de la ministre de la Promotion de la Femme à la tribune des Nations Unies lors de la 60e session de la Commission de la Condition de la Femme de l'ONU, en ligne de mire l'amélioration et la participation effective des femmes dans la prise de décision. Et puis à l'étranger, l'armée syrienne a repris le contrôle de la cité antique de Palmyre à Dech. Depuis mai dernier, Palmyre était entre les mains du groupe terroriste. Mais ce dimanche, ils ont été chassés de la ville par les forces armées syriennes après de violents combats nocturnes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue. Ibrahim Ould Mohamed et Midi Ag Sodak Diko ont été interpellés dans le nord du Mali. Les 2 hommes sont des suspects clés en relation avec l'attentat terroriste de Grand Bassam qui a fait plusieurs morts et blessés il y a 2 semaines. Ils ont été arrêtés dans des opérations distinctes, l'une à Tombouctou, l'autre à Gao, toujours dans le nord Mali. Les précisions de Michel Digré. 2 arrestations au Mali qui pourraient faire avancer l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam. Les 2 suspects de nationalité malienne se nomment Midi Sodak Diko et Ibrahim Ould Mohamed. Le premier cité a été arrêté au sud de Gao, dans la localité de Gossi. Il aurait participé activement aux attaques du 13 mars sur le plan logistique. Son domicile aurait servi à loger les assaillants, notamment le cerveau de l'opération Kunta Dala. Peu après les attaques de Grand Bassam, Midi Sodak Diko est rentré au Mali, où il a été appréhendé par les forces de sécurité maliennes dans le nord du pays. Le second suspect, Ibrahim Ould Mohamed, a été interpellé à 80 km de Tombouctou, au checkpoint de Goudam, par les forces armées maliennes du groupement tactique interarmé. Les 2 individus devraient être transférés à Bamako, la capitale malienne. Pour arriver à mettre la main sur les terroristes, il faut une bonne collaboration des populations. C'est en substance cet appel que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a lancé vendredi lors d'une rencontre communautaire à Ferkessé-Dougou. Mariatou Koné a prêché la coopération avec les autorités et l'hostilité de la jeunesse à ce phénomène. Le compte-rendu de Léon Bro. L'attaque de Grand Bassam, l'enquête pour en situer les responsabilités et les mesures du chef de l'État et son gouvernement pour renforcer la sécurité des populations, expliquées au peuple Palaka. Des échanges à l'initiative du Haut Conseil pour le développement du canton Palaka et son président Daniel Kosomina Ouattara. Il s'agit de tuer la frayeur en mettant le monde rural au même niveau d'information que les décideurs, et c'est avec le soutien de la ministre de la Solidarité. Mariatou Koné invite chacun à la vigilance, l'ennemi pouvant se trouver dans le peuple. Mieux, elle appelle tous, et particulièrement les populations des zones frontalières et la jeunesse, à l'hostilité face au terrorisme. Certes, la Côte d'Ivoire ne doit pas renoncer à ses valeurs d'hospitalité et de fraternité agissantes vis-à-vis des autres peuples du monde, notamment des peuples africains. Bien au contraire, nous devons renforcer ces liens qui contribuent à la cohésion sociale que nous recherchons tous. Mes chers frères et sœurs, nous devons signaler aux préfets, aux sous-préfets, aux gendarmes, aux policiers, aux chefs de village et de quartier, tout ce qui nous semble anormal. Jeunes de Côte d'Ivoire, refusez d'être des kamikazes, refusez de semer la mort, refusez de mordre à l'hameçon des marchands de la mort, refusez d'être des terroristes, refusez d'être des complices de terroristes. Autre consigne de la ministre Mariatou Koné, la collaboration avec l'administration et les forces de l'ordre. Objectif, signaler tout mouvement et présence suspect. Collaborer avec les services de sécurité à la découverte du moindre indice suspect de terrorisme. Vous l'aurez compris, c'est ce à quoi invitent les autorités pour éviter des drames comme celui de Bassam. L'attentat avait fait, souvenez-vous, 19 morts et une trentaine de blessés. 2 semaines après la tragédie, on se souvient des morts et des blessés.
Des partis politiques et des membres de la société civile continuent de témoigner leur compassion aux victimes. Jeudi, l'Union de Nouvelles Générations, l'Union démocratique et citoyenne et d'autres mouvements politiques se sont rendus sur les sites touchés par l'attaque du 13 mars. Des gerbes de fleurs ont été déposées à l'hôtel Étoile du Sud en mémoire des victimes. Le point avec Michel Digret. Une dizaine de jours après l'attentat de Grand Bassam, l'élan de compassion à l'endroit de la cité ne s'est pas estompé. Du citoyen lambda à la classe politique, le retour sur les sites visés par l'attaque suscite encore émotion et indignation. Nous sommes touchés par la violence injustifiée et injustifiable qui a fauché des vies innocentes sur les plages de Grand Bassam, le martyr. Des sentiments partagés par les délégations de l'Union démocratique et citoyenne et celle de l'Union des Nouvelles Générations. Au moment où la Côte d'Ivoire pleure, il était impérieux pour l'Union des Nouvelles Générations, à la demande de son président Stéphane Tchipré, de venir aux côtés de Bassam, d'être aux côtés de la Côte d'Ivoire pour dire Yako à notre pays, Yako à tous les Ivoiriens. En tout cas, la peur ne passera pas par la Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus donc encourager la population de Bassam à ne pas avoir peur et dire au gouvernement que l'UDC est toujours solidaire des mesures déjà prises et les mesures à venir qui vont permettre de juguler ce fléau et de ramener définitivement la sérénité et la sécurité aux Ivoiriens. Dans quelques jours, l'on procédera à la reconstitution des faits sur les sites de l'attaque dans le cadre de l'enquête menée par le procureur de la République. Le calme est revenu à Bouna. La ville reprend tout doucement goût à la vie. Les transports et le commerce sont également repris. Bouna est en train de tourner le dos aux affrontements intercommunautaires qui ont fait plusieurs victimes. C'est en partie le résultat des médiations menées par la délégation gouvernementale, dépêchée sur les lieux pour faire baisser la tension. Les messages d'apaisement semblent avoir fait leurs effets. Doigt de laser, notre envoyé spécial à Bouna, son témoignage. Des ambulances en alerte maximale à l'hôpital général de Bouna. Elles attendent des cas d'évacuation de blessés de la crise. Mais ce dimanche 27 mars 2016, la situation se normalise. Depuis le début des événements, le jeudi jusqu'à ce jour, nous avons reçu 46 blessés. Nous en avons libéré 44. Donc ce jour, dans nos locaux, il reste hospitalisé 2 blessés. Voilà, les choses se normalisent, il n'y a plus grand problème. Dans les rues de Bouna, les forces armées républicaines de Côte d'Ivoire sont présentes. Le général Gaoussou Soumaoro et ses hommes veillent à la sécurité des populations et des biens avec en appui la police nationale et la brigade de gendarmerie. Certaines personnes continuent de faire des exactions dans les campagnes. C'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre sur le terrain, véritablement dans les campagnes, pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène qui pour nous est du banditisme. Ce que nous verrons avec les armes en ville, la première réaction serait de leur enlever systématiquement ces armes et de les mettre à la disposition de la police et de la gendarmerie pour la suite des enquêtes. La situation se normalise dans la ville, mais les populations souhaitent le désarmement des belligérants et le déploiement des forces armées dans les villages les plus reculés afin de mettre fin à la crise et sauver des vies humaines. Ce début d'accalmie observé à Bouna est le fruit de plusieurs rencontres qui ont réuni cadres et autorités politiques de la région du Bonkani et la jeunesse de Bouna. Enjeu principal, mettre fin aux affrontements. Des rencontres entre la jeunesse, les élus et les cadres de la région du Bonkani se multiplient depuis les affrontements du jeudi 24 mars dernier dans la ville de Bouna. Les jeunes de la communauté Malinké et Koulango prennent l'engagement devant les autorités politiques de rompre avec la violence. Une volonté manifeste qui constitue un espoir selon les élus du Bonkani. Depuis le matin, nous ne faisons que recevoir les différents responsables de communauté et les leaders d'opinion pour leur dire, dès lors que vous êtes obligés de vivre ensemble, vous devez trouver les moyens qui vous sont propres, les moyens historiques qui existent, les combiner et pouvoir arriver à trouver un chemin pour pouvoir s'entendre. L'appel reste le même, le retour au calme, l'arrêt sans condition de toutes les hostilités et donner la priorité à la parole. Nous, si on estime qu'il y a des différends, nous pensons qu'il faille s'asseoir pour en parler et trouver une solution, ce qui n'est pas impossible. Et nous avons bon espoir. Ce sont des communautés qui sont condamnées à vivre ensemble et partout où il y a des crises
de conflit entre agriculteurs et éleveurs, nous sommes intervenus. Notre message, c'est vraiment que les uns et les autres reviennent à la raison et que tous puissent vivre comme avant. Des populations qui ont peur de perdre la vie sont venues se réfugier dans le camp Onussi de la ville de Bouna. Elles attendent de regagner leur domicile dès que la situation sera stable. Pour terminer sur la situation qui prévaut à Bouna ce dimanche, un peu plus de 72 heures après les affrontements qui y ont eu lieu, notre envoyé spécial Doua de Lazer nous montre que les hostilités relèvent désormais du passé. Bouna veut passer à autre chose. Voici l'ambiance qui prévaut dans les rues de Bouna, 3 jours après les affrontements entre les populations Lobi, Peul et Koulango. Les boutiques ouvrent leurs portes, les commerçants et les transporteurs aussi reprennent leurs activités. On a fermé une porte, on a ouvert une porte pour pouvoir ravitailler la population. Ouais, vraiment, ça a bouleversé tout, ça nous a surpris, c'est du jamais vu à Bouna. Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, on arrive à travailler un peu avec la situation de... On doit regarder des rancunes, ça ne peut jamais finir dans la vie. Vu que la paix n'a qu'à venir, tout le monde va être... C'est-à-dire tout le monde va travailler comme d'habitude, quoi. Il ne faut pas avoir peur, il n'a qu'à revenir. Moi, mon appel, c'est que moi, je veux là. On n'a qu'à avoir la paix, on n'a qu'à être même chose. Pour certains habitants, pas question de briser les liens familiaux entre les 3 peuples, Lobi, Peul et Koulango. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai une femme qui est, je dirais, Dagari, donc elle est Lobi. Nous sommes des voisins, nous sommes des frères et nous restons des frères. La reprise des activités dans la ville de Bouna intervient après les déclarations du roi du Bunkani et du chef des lobbies qui ont souhaité que la réconciliation et la cohésion sociale soient mieux partagées dans la région du Bunkani pour le bonheur des populations. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'atmosphère qui prévaut dans la ville de Bouna. Autre sujet, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec Jean-Michel Desbrun, directeur général de l'Association Africa-France, sur la table de discussion des sujets d'actualité qui devraient meubler la prochaine rencontre des chefs d'État d'Afrique et de France dans moins d'1 an à Bamako, au Mali. Le point de Thomas Guissambi. C'est en fin de journée du jeudi 24 mars que Jean-Michel Desbrun est reçu à la primature par Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien. Il s'est agi pour le directeur général de l'Association Africa-France de venir rendre compte au Premier ministre ivoirien du travail abattu en ce moment par cette organisation pour préparer la prochaine rencontre des chefs d'État à Bamako, au Mali. On a des groupes de travail qui sont très précis. On parle d'économie numérique, on parle de formation professionnelle, on parle de développement rural créateur d'emplois, on parle de futur de la ville, vous voyez, dans des sujets tout à fait précis et dans lesquels les responsabilités, les responsabilités sont partagées entre le secteur privé et le secteur public et où le secteur privé a beaucoup de propositions à faire. Ce sont donc ces propositions que nous discutons avant de les soumettre aux autorités publiques. L'Association Africa-France est un format de 55 États, créé à l'initiative de la Conférence des chefs d'État d'Afrique et de France. Intéressons-nous maintenant au plaidoyer de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant à la tribune des Nations Unies lors de la 60e session de la Commission de la Condition de la Femme de l'ONU. En ligne de mire, l'amélioration et la participation effective des femmes dans la prise de décision. En Côte d'Ivoire, le récit de Kadi Fadiga Fofana. Les femmes constituent le rempart dans la protection de leur famille. Elles travaillent pour la paix et assurent une croissance économique durable et une évolution sociale. Malgré ces acquis, le leadership féminin n'est pas suffisamment reconnu dans le monde et particulièrement en Afrique. Pour changer la donne, tous les ans, la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies se réunit, un rendez-vous mondial pour donner de la voix pour la promotion des droits des femmes. Pour 2016, la 60e session de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies s'est tenue du 14 au 24 mars à Washington. À la tête d'une forte délégation, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a donné les grandes lignes des avancées faites en Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'égalité des sexes. Table ronde ministérielle sur les cadres normatifs, juridiques et stratégiques et aussi sur le perfectionnement des mécanismes institutionnels nationaux. Tous ces échanges pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été félicitée pour son observatoire de l'équité et du genre et pour son annuaire du compendium des compétences féminines. Malgré ces progrès, la ministre Frazi Yao Kwasi a reconnu
que le pas pour l'égalité des sexes est encore long à franchir, mais l'espoir pointe à l'horizon. Et on parle maintenant modernisation du secteur du commerce, modernisation qui passe par des réformes portées par la FENACI. Le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire était l'invité du magazine du dimanche, ce 13h sur nos antennes. Soumaoro Farikou répondait aux questions de Delphine Bla. Extrait. Nous avons décidé d'initier des réformes pour moderniser le commerce dans notre pays. Et vous êtes sans ignorer que le secteur du commerce engendre plus de 80% d'emplois. Et la problématique de l'emploi aujourd'hui dans notre pays est un problème. Donc, à notre humble niveau, nous allons contribuer pour aider l'État à faire face au problème du chômage. Et ces réformes vont nous permettre aussi de moderniser le commerce et permettre aux commerçants d'être compétitifs sur le plan national et sur le plan international. La carte professionnelle a été instaurée en Côte d'Ivoire depuis mars 1997, mais nous travaillons pour son application maintenant. Et cette carte professionnelle va permettre de catégoriser les commerçants, les étalagistes, les demi-grossistes, les grossistes et les importateurs, de sorte que chacun puisse jouer son rôle valablement. Lorsqu'un marché brûle, nous, en tant que responsables des commerçants, nous portons plainte régulièrement contre X. En religion, ce dimanche marque la célébration de la fête de Pâques, une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection du Christ. L'une de nos équipes a sillonné quelques paroisses et temples du district d'Abidjan. Partout où elle est passée, les fidèles étaient en prière et en méditation. Le point de Grace Kando. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui marque la commémoration de la victoire de Jésus sur la mort. Dans les paroisses et temples, l'événement a été marqué par des prières, des exhortations et des méditations. À Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi Village, dans la commune d'Abobo, le père César Dogwa invite les fidèles à être des chrétiens nouveaux. Nous sommes appelés à renaître sur les pas de Jésus-Christ, le ressuscité, à changer de vie afin d'amorcer une vie nouvelle, empreinte d'amour. Car c'est par amour que Christ a accepté de mourir pour nous sur la croix. Et cet amour-là doit nous guider dans notre quotidien. Il a payé le prix de nos souffrances à la croix et il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle joie. Je bénis son nom. À l'église Ariste d'Aboboté, l'on a aussi célébré la résurrection du Christ. Louanges, adorations ont été les temps forts de cette cérémonie. Nous croyons au baptême trinitaire et les fidèles ont reçu ce baptême. Donc si nous avons reçu ce baptême, c'est que nous avons accepté le Christ dans notre vie. Il est tout pour nous. Et le Christ que nous avons accepté, les Écritures disent qu'il va ressusciter des morts et que par sa résurrection, Dieu nous ouvre la porte de la vie. Au Centre international du plein évangile dans la commune de Cocody, les fidèles ont été exhortés à vivre à l'image du Christ ressuscité. Tout enfant de Dieu qui aime Dieu, qui marche avec le Christ, doit vraiment célébrer ce grand événement. C'est le meilleur des événements parce que ça marque notre existence. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle constitue le fondement de la foi chrétienne. La fête de Pâques en famille est aussi un moment de pur bonheur et de renforcement de liens. L'une de nos équipes a fait le tour de quelques ménages. Dimanche 27 mars, jour de la célébration de la Pâques. Après la messe commence une autre étape, celle du partage et des réjouissances. Ici, par exemple, chez la famille Amani, l'ambiance est à la fête en ce début d'après-midi, autour des mets, fort variés. Nous avons décidé de fêter cette fois-ci en famille. C'est la première fois qu'on le fait. La fête de Pâques en famille, c'est le choix également pour le couple Cissé. Vivre cet instant de joie avec ses enfants avant de se retrouver entre amis. La Pâques, c'est une célébration très importante au niveau de l'Église catholique. C'est en même temps un moyen pour nous de témoigner notre joie de ce que le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et il est éternel. Je n'ai pas voulu partir au village comme d'habitude, aller fêter avec les parents, la Pâques Inou. Donc on a fait du tchèp avec du poulet
Parce que c'est ce que monsieur aime et c'est ce que les filles aussi adorent. Pour cette commémoration de la résurrection du Christ, Euphrasie Yao est bien loin de son rôle de ministre. À son domicile, cette combattante de la cause féminine est à la tâche en cuisine pour offrir à sa famille et parents un repas. Le jour de la résurrection du Christ, c'est un jour de joie, un jour d'espérance. Le Christ est sorti du tombeau et il est revenu à la vie. Nous devons être ensemble en famille. La fête de Pâques, moment de ferveur et de réjouissance, mais surtout riche en enseignements. Le Christ est mort et ressuscité pour le pardon des péchés de l'humanité. Cette fête de Pâques connaît chaque année une célébration assez particulière chez le peuple baoulé, peuple du centre de la Côte d'Ivoire. C'est en ce moment que les membres de cette communauté se retrouvent au village pour fêter ensemble. Mais de plus en plus, Abidjan se met aux couleurs de Pakinou. Une autre de nos équipes a parcouru certains maquis baoulés pour voir comment Pakinou a été célébré ici même à Abidjan. Abidjan défie de plus en plus les villages baoulés, comme nous le montrent Guillaume Zéré et Eric Goré. Paul Quadio est électronicien. Très attaché à sa culture, il a décidé tout de même de rester à Abidjan pour fêter Pâques, comme s'il était à Ouawako, son village natal. Quand je vais au village, tout ce qui se passe là-bas, c'est la même chose que je viens de découvrir ici. Donc je pense qu'ici est mieux. Au lieu de payer le transport aller-retour, je préférais rester ici et jouer avec mes amis. Son ambiance, Pascal, il la crée avec ses amis dans ce maquis. Plusieurs espaces de ce type entretiennent l'ambiance, celle des villages dans la cité. La musique, le vin, la famille, les amis, le poisson, tout y est pour réussir son Pakinou. La Pakinou, c'est aussi l'agouti, la viande de brousse par tradition. Mais mesures anti-Ebola obligent, on fait avec et cela n'enlève rien à la fête. Je me contente de préparer, c'est ça qui est là. Sinon, c'est à goûter et de manger. Mais comme je n'ai pas eu, je mange le poulet. Commémoration de la résurrection de Jésus-Christ est aujourd'hui chez nous rattachée au peuple baouli, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, pour qui c'est un grand moment de retrouvailles dans les villages. Pâques ou Pakinou se fait aussi à Abidjan et le moins que l'on puisse dire, Abidjan défie de plus en plus les villages baoulés. L'actualité ce dimanche, c'est aussi cet incendie qui a consumé une bonne partie d'un palier de la Tour D au plateau très tôt ce matin. Le premier niveau, celui qui abrite les bureaux du guichet unique foncier, est parti en fumée. Notre reporter Franck Quadio s'y est rendu, son compte rendu. Tour D au plateau, une épaisse fumée au premier niveau. Des bureaux du guichet unique du foncier ministère de la construction en proie aux flammes. L'incendie a été déclaré très tôt, vers 5 h ce matin. Ce matin, j'ai été appelé par les vigiles qui étaient en faction ici, comme quoi mes bureaux ont pris feu. Et donc je suis arrivé, ils m'ont signalé que l'incendie a débuté à 5 h du matin. Et donc le temps d'appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils rejoignent les lieux, il était déjà à 6h45, 7h. Donc moi-même, je me suis dépêché sur les lieux. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des dégâts énormes, des dégâts matériels énormes. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'incendie est parti de ces deux bureaux, a touché la moitié du palier et atteint la réservation et l'accueil, un étage en dessous. Les braves sapeurs-pompiers sont en train de se battre pour que vraiment, pour sécuriser tout le matériel dans l'autre aile, l'aile gauche. Un travail des sapeurs-pompiers mis à mal par le difficile accès au lieu du sinistre. C'est beaucoup compartimenté, c'était fermé, donc on a dû passer par les façades arrière en cassant les vitres. Ensuite, on a eu des difficultés avec l'alimentation en eau. Les poteaux d'incendie qu'on a ici sur le site n'étaient pas alimentés, donc on a dû attendre l'assaut d'ici. Les locaux dont la remise en état devrait dépendre des conclusions de l'enquête technique en cours. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine, mais du matériel de bureau et des documents irrécupérables. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était avant-hier au port autonome d'Abidjan.
Alak Ouadio-Remy est allé encourager les responsables de cimenterie du port à s'approprier le projet de nouvelle trémie anti-poussière, le compte rendu de Koné Pargassoro. Des équipements de pointe en matière de manutention portuaire. Le port autonome d'Abidjan s'engage dans cette compétitivité. C'est ainsi que la manutention des produits vrac, à savoir le ciment et le manganèse notamment, se feront désormais sans pollution de l'air et sans salissure du quai minéralier du port d'Abidjan. Alors, visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable au port pour encourager les responsables des cimenteries à s'approprier le projet de nouvelles trémies anti-poussière. Nous venons donc de la COP21 et aujourd'hui il est question au niveau mondial que chacun dans son pays adopte des modes de production qui soient respectueux de l'environnement. Et les cimenteries doivent également aussi suivre donc cette directive. Des trémies anti-poussière pour une amélioration significative de l'environnement de la manutention portuaire. Une modernisation qui aura un impact positif sur la santé des travailleurs du port d'Abidjan. 12 conteneurs d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA. C'est le montant du don du district autonome d'Abidjan offert au CHU de Trasheville, au service des grands brûlés du SAMU et à l'hôpital du district autonome d'Abidjan. C'est un important lot de matériel médical et de consommables avec pour objectif d'accompagner le gouvernement dans sa volonté d'offrir aux populations un système de santé efficace pour répondre aux standards internationaux. La remise du matériel a eu lieu en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On retrouve Koné Pargassoro. Offrir aux populations ivoiriennes un système de santé efficace répondant aux standards internationaux, c'est l'enjeu de ce don d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA de matériel médical et de consommables au profit du centre hospitalier de Trasheville, du service des grands brûlés du SAMU et de l'hôpital du district autonome d'Abidjan. Nous avons défini les critères sur lesquels nous allions nous baser pour identifier le matériel que nous allons faire venir en Côte d'Ivoire. Après avoir eu toutes les garanties, en ce moment-là, nous avons permis que ce matériel arrive sur le sol ivoirien. Ce matériel médical se compose entre autres de lits électriques multifonctions, d'appareils respiratoires, de radiographie, de fauteuils roulants et d'oxygène qui ont été réceptionnés par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le renforcement de capacité et la formation continue demeurent un des points essentiels, la seule façon que nous avons pour pouvoir continuer d'appuyer et d'aider les populations ivoiriennes. J'ai pu récupérer beaucoup de consommables, quelques équipements médicaux qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de nos prestations. Ce don est le fruit de la politique de coopération décentralisée entre Abidjan et Houston aux États-Unis d'Amérique. Sur 12 conteneurs attendus, ce sont 4 qui ont été réceptionnés. À l'étranger en images, l'armée syrienne a repris le contrôle de la cité antique de Palmyre à Daesh. Depuis mai dernier, Palmyre était entre les mains du groupe terroriste, mais ce dimanche, ils ont été chassés de la ville par les forces armées syriennes après de violents combats nocturnes. Et je rappelle cette information, Ibrahim Ould Mohamed et Midi Ag Sodak Diko ont été interpellés dans le nord du Mali. Les deux hommes sont des suspects clés en relation avec l'attentat terroriste de Grand Bassam qui a fait plusieurs morts et blessés il y a 2 semaines. Ils ont été arrêtés dans des opérations distinctes, l'une à Tombouctou, l'autre à Gao, toujours dans le nord Mali. En début de journal, nous avons pu suivre les précisions de Michel Digré. Pour terminer, sachez que dimanche de foot se tiendra ce soir. Au menu, un doc éléphant qui vous plonge au cœur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment lors de son déplacement à Grand Bassam sur les lieux de l'attentat. Vous aurez également l'entrevue de ce soir qui reçoit Cyril Domoro, ancien capitaine des éléphants et actuel président de l'association des footballeurs ivoiriens. Et à l'étranger, les caméras de DDF ont suivi Christian Kouakou et Ismaël Diomandé, 2 Ivoiriens qui évoluent au stade Malherbe de Caen. DDF, c'est tout à l'heure à 22h avec Cathy Touré, à ne manquer
sous aucun prétexte évidemment. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous.